bonsoir et bienvenue encore une fois. Vous le savez, cette actualité qui reste dominée par la traque de FDLR dans le nord Kivu, mais aussi cette affaire fausse commune qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Nous avons invité sur ce plateau le porte-parole du gouvernement, justement ministre en même temps de la communication et médias. Vous le connaissez très bien, Lambert Mende. Bonsoir monsieur le ministre et bienvenue. Bonsoir. Comme je viens de le dire tout à l'heure, mesdames et messieurs, c'est une émission spéciale justement qui sera consacrée à l'actualité, mais aussi cela ne va pas nous empêcher justement à faire un petit bilan de l'exercice du gouvernement Matata 2. Monsieur le ministre, comme je viens de le dire maintenant, on ne va pas s'empêcher justement de parler d'autre chose du pays, au regard de cette actualité rythmée par cette affaire fausse commune. Aujourd'hui, comment se porte le gouvernement de la République, le gouvernement Matata 2 tout d'abord? Le gouvernement est assez satisfait des bilans que font les observateurs attitrés de la scène nationale et de la scène internationale. Et il se multiplie des témoignages de la part de partenaires tout à fait crédibles. Je cite le FMI, je cite la Banque mondiale, les institutions des Nations Unies qui sont chargées d'encadrer et d'accompagner tous les pays du monde en ce qui concerne les politiques sociales, les politiques économiques, et qui soulignent la bonne santé économique de la République démocratique du Congo, qui se joignent à nous pour nous montrer comment nous devrions agir pour que ces bonnes nouvelles économiques aient de l'effet sur le social. Donc ce sont des étapes que nous savons que nous devons accomplir, mais il y a déjà ce premier pas qui est l'amélioration de la santé économique de notre pays. Alors, Lambert Mende, on voit la lettre de FMI venir féliciter justement les efforts consentis par le gouvernement congolais, mais aussi plusieurs rapports qui montrent l'amélioration des chiffres de l'indice du développement humain. Et Tétéri, la République démocratique du Congo qui occupe la troisième place en sens de croissance économique. Et Tétéri, ça tombe comme ça dans les oreilles des populations dès lors qu'on constate quand même un décalage flagrant avec la réalité sur terrain. Non, il n'y a pas de décalage avec les réalités. La réalité, c'est que la monnaie que nous appelons le franc congolais n'a pas connu de dépréciation depuis quelques années. Je ne pense pas que cela tombe comme un cheveu dans la soupe pour un Congolais. Un Congolais sait ce que valait un franc congolais l'année passée et il sait ce que vaut un franc congolais aujourd'hui. Il n'y a aucun mensonge, il n'y a aucun miracle. C'est vrai qu'il y a des difficultés à disposer justement de l'argent. Mais sur la dépréciation qui se joue en fait de tous les revenus que les Congolais pouvaient avoir. Vous pouviez avoir 1000 francs en janvier, vous vous achetez des biens et vous vous retrouvez avec la même somme en mars. Vous ne pouvez même pas acheter le 10e de ce que vous avez acquis en janvier. Ça déstabilisait complètement les Aïrois ou les Congolais d'après. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Donc vous voyez bien qu'il y a des effets induits qui sont tout à fait palpables. Mais justement, la stabilisation, là vous parlez de la stabilisation de la monnaie, oui. D'ailleurs qui est le fondamental, on ne refuse pas. Oui. C'est d'ailleurs votre argument de tous les jours, membres du gouvernement, vous vous vantez de cela, mais finalement aujourd'hui on parle des conséquences réelles dans la population. Est-ce que cette population se retrouve finalement? C'est ce que nous appelons l'inclusivité. Nous avons compris que, bien qu'ayant accumulé des réserves respectables, on va au-delà du $1,5 milliard de dollars, ce qui n'a jamais existé dans le pays, il faut maintenant partager ce pactole que l'État a pu engranger. Nous avons estimé qu'il y a des secteurs par lesquels passe obligatoirement cette inclusivité de la croissance. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'agriculture, il y a les infrastructures. Ce n'est pas un partage comme on partagerait des cartes à des gens dans une salle de jeu. C'est un partage des capacités de produire et de reproduire de la richesse. Et c'est à travers ces secteurs-là, d'où les efforts que nous faisons en matière de création d'emplois, d'encadrement du paysanat et de mise à disposition de capitaux pour la modernisation de l'agriculture. D'où les moyens que nous affectons à l'éducation nationale. Nous sommes le seul pays au monde qui a pu faire passer le budget de l'éducation nationale de 6% à 16%. Ce n'est pas rien.
Les écoles ont été construites. Je viens de parler avec mon collègue, le ministre Mwangou Maker, qui se trouve dans mon village, où il est en train d'inaugurer une école pimpant neuve. Personne n'a jamais vu de telles écoles depuis l'indépendance. En durable, équipées, etc. Donc ce sont des efforts. Justement de la gratuité de la scolarisation. Non. D'abord, il faut avoir des écoles pour donner la gratuité. La gratuité, on l'a déjà voté. Mais vous pouvez voter la gratuité. S'il n'y a pas d'école pour que les enfants apprennent, ça rime à quoi? Nous avons construit, nous sommes en train de livrer 1000 écoles. Ça ne s'est vu nulle part. Pourquoi ne pas le dire? C'est quelque chose de réel. Le paysan de chez moi, il sait qu'il n'y avait pas d'école et qu'il y a une école. Donc dire que le paysan ne voit pas cela, je ne pense pas que ça rime avec la réalité. Alors, Lambert Mende, aujourd'hui, il y a un problème réel, et surtout à Kinshasa aujourd'hui, problème d'électricité. Aujourd'hui, les Kinois, en particulier, même dans d'autres coins du pays, en souffrent énormément. Paradoxalement, des différentes factures, justement, de cette Société nationale d'électricité viennent, mais on ne distribue pas assez de courant électrique. Comment comprendre ce paradoxe? C'est un problème récurrent, ce n'est pas un paradoxe qui est né d'aujourd'hui. Les problèmes que vous devez résoudre de nos d'ailleurs en sociétés tant de que distribution d'électricité sont des vieux problèmes que nous avons trouvés. Et je suis fier de vous dire. Mais vous devez le résoudre. Il ne faudrait pas dire. Je n'ai pas fini ma phrase. Allez-y, vous auriez pu monsieur. vous épargner une question. Allez-y, monsieur. Je suis fier de vous dire que nous sommes en train de résoudre ce problème. Au moment où vous posez cette question, nous sommes justement au lendemain du jour où la turbine qui nous a créé des problèmes à Inga vient d'être livrée, réparée. Donc il y aura certainement moins de délestage. C'est la bonne nouvelle que je vous apporte. Et par rapport à l'eau pose problème aujourd'hui? L'eau est liée à l'électricité, madame. Justement. Si vous avez un gap en matière d'électricité, ceux qui produisent et livrent l'eau ont un problème. Donc au moment où il y a une amélioration dans la desserte en électricité, je pense qu'il y aura une répercussion inévitable sur la desserte en eau potable. À quelle échéance exactement? C'est des échéances techniques que je vous dis. Je vous parle d'un événement qui est intervenu hier. Soyez patiente quand même. Il s'agit de 24 heures. On vient de nous livrer la turbine réparée. Mais je pense que nous avons tout lieu d'être contents et ne pas commencer à compter, oui, combien d'heures restent, etc. Ça, c'est des petits trucs d'apothicaire. Nous n'avons que faire de ça ici. Alors, Lambert, mais une petite question de curiosité. Bien sûr que ça arrive tout le temps. Hier, vous étiez en conseil de ministres. Hein. Oui. On n'a pas vu le président de la République. Comment va-t-il? Il n'est pas obligé de venir au conseil des ministres. Ça, on le sait. Oui, le président de la République est certainement l'homme public le plus occupé du pays. Vous savez que nous avons une guerre pour désarmer la FDLR qu'il conduit à l'Est en sa qualité de commandant suprême des forces armées. Vous savez que nous sommes en train d'en finir avec les derniers résidus des FDLR dans le Grand Nord qui font parfois des incursions dans les villages, tuant des hommes et des femmes. Il y a ces résurgences d'enlèvements, etc. dans tel coin du Nord Kivu, à Rutshuru et ailleurs. Le président est au four et au moulin. Le président conduit la diplomatie. Le président gère la problématique maintenant du démembrement du territoire national pour en faire 26 provinces. Il peut arriver que le président soit tellement occupé, et la Constitution le prévoit, qu'il charge son Premier ministre, par écrit s'il vous plaît, de prendre la présidence d'un conseil de ministres ou d'un autre, rien que de très banal. Mais il va très bien. Il va très bien, Absolument. donc il ne s'est pas réfugié comme certains les disent aujourd'hui au regard de la pression qu'il connaît de la communauté internationale. C'est faux. Donc, je ne suis pas au courant d'une pression de la communauté internationale. On va y arriver. On va y arriver justement, Lambert Mende. Vous avez fait allusion au FDLR. Aujourd'hui, comment justement se portent ces opérations que les FDLR, les FARDC mènent unilatéralement désormais? Il faut féliciter les FARDC d'avoir réussi en moins de 2 mois à neutraliser plus de la moitié des forces résiduelles des FDLR qui continuaient à écumer le Nord Kivu et le Sud Kivu. Nous en sommes extrêmement fiers. Nous avons envoyé les FARDC au feu et ils ont montré qu'ils pouvaient mériter la confiance de la nation. Et ils sont allés seuls, comme des grands. Cela démontre que la République démocratique du Congo est en train de retrouver ses capacités à gérer les défis de son vécu sécuritaire. C'est une bonne chose pour tout le monde.
C'est une bonne chose pour tout le monde, mais d'aucuns estiment aujourd'hui que le gouvernement ne peut que donner un bilan positif des avancées significatives que connaissent les forces armées de la République démocratique du Congo. Justement, savez, la crédibilité il ne suffit pas de de ce dire bilan. cela. Il ne suffit pas de dire ça. C'est un peu infantile. Le gouvernement ne peut que donner un bilan positif. Mais où est le bilan négatif que vous donnez, vous, pour contredire le gouvernement, ceux qui vous disent cela? C'est vraiment ridicule. On n'est pas, comme j'ai l'habitude de le dire, dans la cour du roi Péto. On est dans la vie normale. Si le gouvernement dit « j'ai désarmé plus de 600 FDLR » ou « désarmé ou neutralisé », vous qui dites le gouvernement ne peut donner qu'un bilan positif, venez avec un autre bilan et confrontons-le. Où est l'autre bilan? C'est simplement pour désobliger le gouvernement, pour l'insulter, l'humilier, c'est tout. Est-ce que ça vaut la peine vraiment? Lombard, mais je viens de le dire tout à l'heure. Est-ce qu'on vous a donné d'autres chiffres? Voilà le problème. Alors, je voudrais effectivement profiter de cette question que vous m'avez aimablement posée pour demander à tous nos chevaliers de la plume et du micro, pour qu'on élève un peu le débat. Il faut à des chiffres opposer des chiffres. On ne peut pas vous donner des chiffres et quelqu'un vient avec un commentaire et le chiffre est opposé à un commentaire. Sincèrement, ce n'est plus déontologique. C'est tout ce que j'ai voulu dire, si vous voulez bien m'excuser. Alors, Lambert Mende, je viens de le dire tout à l'heure, je reprends que les FARDC menaient désormais des opérations unilatérales, sont l'appui de la MONUSCO. Qu'est-ce qu'ils ont constaté finalement, hein, les FARDC? Est-ce que ces opérations, c'est-à-dire se déroulent plus vite qu'avant, où il y a des couacs et tout, sans la MONUSCO, mais quand même il y a quand même une sorte de différence, de parallélisme qu'on doit établir avec et sans un appui logistique. J'ai donné le constat. Nous avons un débat avec la MONUSCO. Je ne peux pas dire que nous avons interrompu avec la MONUSCO. On a un débat, ça s'appelle dialogue stratégique. Il a déjà commencé, il se poursuit pour savoir comment nous allons continuer notre relation. Mais le constat objectif que les militaires des FARDC engagés seuls contre les FDLR font, c'est que les FDLR ne se battent pas. C'est le constat, premier constat. Il y a comme une sorte de rite de résistance, les premiers engagements. Ils ne se battent pas, ils se rendent. Ils ne se battent pas, non. Il y a des coups de feu comme ça. Au premier engagement, oui. Ils font semblant de résister. Puis quand les forces armées poussent, ils déposent les armes, certains se rendent, d'autres s'enfuient, et on ramasse les armes. C'est le constat que l'on fait. Donc il n'y a pas une volonté, ou peut-être il n'y a pas des moyens suffisants pour les FDLR pour se battre. C'est ça que nous constatons. Donc ce n'est pas vraiment une guerre tout à fait conventionnelle. Les FARDC trouvent une très faible résistance. Est-ce que cela est dû au fait que la MONUSCO n'est pas avec nous ou est avec nous? Vous comprenez que c'est totalement irrélevant de parler de conséquences de la MONUSCO ou pas de la MONUSCO. Peut-être aurions-nous été avec la MONUSCO, ça aurait été la même chose. Mais on constate donc que le danger n'est pas aussi grave. Et la situation humanitaire, justement. Humanitairement, j'ai donné le bilan aussi hier, madame. Nous avons eu le malheur de perdre 3 de nos compatriotes congolais, 3 civils, depuis les 2 mois de l'opération désarmement forcé des FDLR. 3 civils ont été tués, nous le déplorons. 1 civil a été blessé, nous le déplorons également. 4 maisons de nos compatriotes ont été incendiées par des FDLR en fuite. Nous le déplorons également. Donc c'est ça qu'on appelle les dégâts collatéraux que nous regrettons. Nous aurions vraiment voulu avoir une offensive sans dégâts collatéraux, mais là c'est quand même des dégâts collatéraux qui ne sont pas aussi lourds qu'on nous le faisait craindre au départ. Lambert Mende, après la réunion que Joseph Kabila a eue avec des diplomates, mais aussi quelques représentants de la MONUSCO, il a décidé, je vais rappeler aux téléspectateurs, que désormais les FARDC devaient mener des opérations seules, hein, c'est-à-dire unilatéralement. C'est ce qu'elles sont en train de faire. Ouais. La MONUSCO a exhorté Joseph Kabila à pouvoir revoir cette décision, mais aussi la lettre du président américain publié par l'ambassade américaine sur leur conversation et tout, justement, qui revient dans le même sens, justement, demander à ce que Joseph Kabila puisse revoir sa décision ou que la MONUSCO puisse prendre sa part ou son appui pour le tract de FDLR. Lambert Mende, c'est un chef d'État qui a décidé déjà, c'est décidéré, finalement, pourquoi revenir toujours sur ce qui a été déjà clos? Non, madame. Ce n'est pas notre chef d'État qui revient sur ce qu'il a décidé.
Il n'est pas encore revenu, soyez rassurés. Le président a décidé... Non, ceux-là qui Oui, je qui vais vous reviennent. expliquer. Le président de la République, Joseph Kabila, a décidé que, à partir du jour où il a rencontré les diplomates, nous cessions des actions conjointes pour le désarmement des FDLR. Et, en exécution de cette décision, les FARDC ont cessé de coopérer avec les FDLR en ce qui concerne le désarmement des FDLR. Et ils y sont allés seuls, et nous venons de parler des résultats qu'ils ont engrangés. Nous ne pouvons pas interdire ni à un citoyen congolais, ni à la MONUSCO, ni encore moins au président des États-Unis, d'avoir une opinion sur la décision que la RDC, par la voix de son président, a prise. Ces opinions sont émises, elles sont portées à la connaissance du président. Ça a été d'ailleurs très poli de la façon dont le président des États-Unis l'a fait. Nous aurions aimé que tous les dirigeants, notamment européens, qui s'amusent à rouler des mécaniques devant nous, s'inspirent de la façon de communiquer du président des États-Unis, qui est la façon indiquée lorsqu'on se parle entre États, entre chefs d'État. Nous avons reçu ces messages et nous avons annoncé par la voix de notre ministre des Affaires étrangères que nous allons examiner ces sollicitations de la communauté internationale au cours d'un dialogue stratégique entre la MONUSCO et nous. Nous avons entrepris ce dialogue, il a commencé, mais cela n'a pas empêché que la décision de la RDC et de son président reste d'application, même pendant ce dialogue. Nous verrons bien, avec l'évolution sur le terrain, avec l'évolution de notre dialogue stratégique, si le président changera la décision qu'il a prise. Mais je peux vous dire que jusqu'à présent, cette décision n'a pas été changée, mais on est en train d'examiner les requêtes que cette décision a suscitées. Voilà tout. Et justement, par rapport à ça, Lambert Mende, à cet appel, finalement, Barack Obama est revenu aussi sur les élections en République démocratique du Congo. Ils attendaient des élections crédibles, etc. Le calendrier a été publié déjà. Pourquoi rappeler justement ce qui est déjà fait, qui se traduit à une sorte de pression finalement? Non. On peut faire pression, même sur un ami, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire pression sur votre mari. Votre enfant peut faire pression sur vous. Tout dépend de la manière. Vous comprenez? Donc, le président Obama souhaite que tout se passe... On fait pression sur quelqu'un lorsqu'on voit que cette personne n'a pas une volonté, n'a pas de volonté justement de procéder à quelque chose. Je voudrais vous dire ce que j'ai lu dans le communiqué. Allez-y. Je n'ai pas lu qu'on a fait pression. Le président Obama a émis le souhait que le processus électoral en RDC se passe conformément à la Constitution, aux droits de l'homme, etc. C'est un souhait. Et qu'en termes polis, ces choses-là ont été dites. Nous ne pouvons pas refuser un tel conseil dit en ces termes-là de la part d'un pays qui est notre partenaire. Encore une fois, je dis aux Européens de s'inspirer du style du président Obama, qui est la première puissance mondiale, mais qui n'a pas la tête gonflée. C'est tout ce que je peux dire. Un souhait, mais cela dépend justement de l'intention cachée de Joseph Kabila ou de la population. S'il vous plaît, laissez-moi finir, Lambert Mende. Est-ce que la population congolaise aujourd'hui est-elle prête justement à aller aux élections? La classe politique est-elle prête à aller aux élections? Joseph Kabila lui-même personnellement n'a-t-il pas l'intention d'aller au-delà de son mandat? Voilà pourquoi cet appel vient. Je ne voudrais pas mélanger les genres. Terminons avec le président Obama. Allez-y. Vous avez dit que tout dépend de l'intention cachée. Non, tout ne dépend pas de l'intention cachée. Tout dépend aussi de l'intention qu'on prête à quelqu'un, à tort ou à raison. Vous savez très bien que ici, même dans les microcosmes politiques de Kinshasa, vous savez très bien qu'en Europe, certaines puissances qui sont en décadence et qui rêvent de refaire leur prospérité économique avec une RDC, pieds et poings liés, livrés à eux, prête des intentions au président Joseph Kabila. Obama n'est pas sourd, il n'est pas aveugle, il entend cela. Il peut réagir en fonction de cela. Il a été rassuré par le président. Il n'y a aucun problème. Il a été rassuré par... Il n'y a pas de sujet, je vous ai toujours dit qu'il n'y a pas de sujet tabou. Justement. Alors croyez-moi, écoutez-moi, il n'y a pas de sujet tabou. Il a été rassuré. Même vous iriez chez le président Kabila poser ces questions, il vous demandera, madame, mais quand est-ce que je vous ai dit que je vais me présenter? Une façon de vous dire que le problème ne se pose même pas. Mais vous avez toujours votre droit de poser le problème, même si vous vous reposez sur des intentions que l'on prête de manière tout à fait injustifiée à quelqu'un. Donc,
J'en termine là avec le président Obama. Nous avons apprécié le style, Vous avez apprécié les conseils, vous avez nous y avons répondu. Un mot important, on va y revenir. Lambert Mende, vous avez dit que le président Kabila a rassuré le président Obama, c'est-à-dire mais le président a Obama rassuré le président Obama qui va partir, qui va partir en 2016. Mais le président Obama ne lui a pas demandé de partir. Vous avez vu ça où dans la formulation? Il lui a dit qu'il espère que les élections seront organisées dans les délais constitutionnels. Est-ce que Kabila lui a dit que ce ne sera pas organisé dans les délais constitutionnels? Non, madame. Il lui a dit que ce sera organisé dans les délais constitutionnels sans lui, sans Joseph Kabila. Excusez-moi. Allez-y, Lambert Mende. Vous inventez des choses et vous le mettez dans la bouche d'Obama et moi je vais venir réagir ici. Nous parlons d'un communiqué, on vous l'a mal traduit ou quoi? Vous ne parlez pas anglais? Moi j'ai lu, je n'ai pas entendu organiser sans vous. Je n'ai pas entendu ça. J'ai entendu organiser conformément au délai constitutionnel, conformément aux droits de l'homme. Je n'ai pas dit que c'était Obama qui a dit ça. J'ai dit ceci. Nous parlons d'Obama ou nous parlons d'autre chose? Alors, mais justement, je vais vous expliquer, Lambert Mende. On n'est pas au théâtre ici. On n'est pas au théâtre. Nous parlons d'un communiqué de la Maison Blanche. Oui. Alors, ne sortez pas de là. Si on a fini, fermons le chapitre et parlons d'autre chose. Lambert Mende, on revient, s'il vous plaît. Alors, Obama a dit qu'il faudrait respecter le délai constitutionnel. Voilà. Ce délai constitutionnel qui détermine aussi la fin du mandat. Oui, mais qu'est-ce que le président lui a répondu? Que les délais constitutionnels sont les délais mis en place par la CENI, seule autorité à cet égard. Or, la CENI a déjà publié ces délais et tout se passera conformément à ces délais. Pourquoi Obama ne serait pas rassuré? Dites-moi. Alors, bon, justement, la Constitution est claire là-dessus. Je pense que c'est un débat clos. C'est un débat clos. Lambert Mende, on va fermer cette parenthèse. Lambert Mende, est-ce que vous confirmez cette information sur la présence des islamistes dans le Sud qui commencent à recruter des jeunes en leur proposant des bourses d'études, etc. Il y a eu des rumeurs dans ce sens. Les services d'intelligence sont déployés, au moment où nous parlons, depuis quelque temps du reste, pour essayer de donner une consistance à cette information, l'infirmer ou la confirmer. Je ne suis pas en mesure en ce moment-là de vous dire que le gouvernement a reçu un rapport suffisamment détaillé pour que je puisse vous dire que c'est vrai ou c'est faux, mais en tous les cas, nous sommes déterminés à faire échec à cette sorte d'aventurisme et nous en avons les moyens. Le ministre de la Défense n'a pas fait état de cela. Il y a une enquête, il a dit qu'il y a une enquête qui est en train de se dérouler, mais je ne peux pas vous donner des résultats d'une enquête qu'on n'a pas encore officiellement présentée au gouvernement. Doit-on se préparer justement moralement ou doit-on avoir peur de cela? Parce que cela a frappé le Niger, le Nigeria, le Kenya, etc. Finalement, ce sont de pays africains qui sont ciblés. N'ayez pas peur. Nous sommes prêts à affronter toutes ces menaces. Parce que plus que les pays que vous citez, nous avons une expérience. Nous avons une histoire. Peut-être que d'un malheur sort quelque chose de bon. Peut-être que de cette convoitise qu'a suscité notre pays et qui a justifié toutes ces agressions auxquelles nous avons dû nous organiser, parfois avec l'appui des autres, parfois sans leur appui, pour résister, nous a raffermis et consolidé nos moyens d'y faire face. Donc, le peuple n'a pas à avoir peur. Le peuple n'a pas à avoir peur, rien ne viendra compromettre le processus électoral. Ah, le processus électoral va suivre son bonhomme de chemin et vous aurez remarqué que c'est d'autres camps politiques maintenant qui veulent compromettre le processus électoral et que c'est le camp de la mouvance de la majorité présidentielle qui est occupé à défendre le calendrier constitutionnel pour qu'il se déroule conformément à ce que l'autorité électorale a décidé et conformément à ce que la loi et la Constitution prévoient. Alors, conformément à la loi, avant de parler justement de ce processus électoral, on va rentrer dans votre famille politique, Lambert Mende, où il y a plusieurs divergences ces derniers temps. Le président de l'Assemblée provinciale... S'il y a une famille où il n'y a pas de divergence, c'est qu'elle est malade. Lambert Mende, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, s'est prononcé là-dessus. L'avez-vous suivi et votre réaction tout de suite? Il est libre de prendre une position en ce qui concerne les élections qui viennent. Contrairement à ce qui dit la charte de la majorité présidentielle. Non, la charte de la majorité n'a jamais interdit à un parti membre de prendre une position, à moins que vous ne me citiez un article qui dise le contraire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut proposer un dauphin, c'est bien cela? La charte de la majorité n'aborde pas des questions de dauphinat, comme vous dites. Je ne sais pas même dans quelle constitution, dans quelle loi il est fait état d'un dauphin ou pas dauphin, ceci, cela. Ça, c'est des formules qui ne sont ni dans la charte, ni dans aucune loi. Je ne sais pas de quoi on parle. Mais il est toujours au sein de la majorité présidentielle. Mais personne ne l'a chassé de la majorité.
On ne chasse pas les gens comme ça en dehors d'une procédure disciplinaire. On n'a pas enclenché une procédure disciplinaire. Malgré cette impression qu'il donne d'être contre justement l'autorité morale, sa position. Madame, à la majorité présidentielle, nous sommes des gens sérieux. Nous ne travaillons pas sur des impressions. Nous travaillons sur des faits. Nous allons nous voir dans quelques heures au sein de la majorité. Nous parlerons de cela. Les décisions que nous prendrons, nous viendrons les commenter ici même. C'est ça la démocratie. Ça va bien se passer par rapport à la réunion précédente, on espère bien. Qu'est-ce qui s'est passé à la réunion précédente? Moi j'y étais. Informez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Lambert On a débattu de questions entre membres d'une famille politique. Il n'y a pas eu des échauffourées? Non, je ne sais pas. J'entends cela de la part de gens qui n'ont pas été là. Mais d'où est-ce qu'ils ont ramassé cela, qu'il y a eu des échauffourées? Lambert Mende, le processus électoral, le calendrier a été publié, plusieurs contestations, vous le savez très bien, plusieurs demandent d'un calendrier consensuel. Tiens, c'est quand même curieux qu'on puisse organiser des messes basses dans le monde entier pour demander un calendrier global. Et qu'à peine ce calendrier global sorti, il n'est plus intéressant, il faut un calendrier, comment vous avez dit, consensuel. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Nous sommes dans un État, avec des textes, avec une constitution. On a vu des gens ici prétendre que le pays pouvait même disparaître dès que quelqu'un touchait à la constitution. Eh bien, madame, nous leur donnons raison. Personne ne touchera à la constitution. Les élections sont de la compétence de la Commission électorale nationale indépendante. Le consensus a été réalisé dans la désignation de la Commission électorale nationale indépendante, qui comprend la majorité, l'opposition et la société civile, et qui a été rendue indépendante. Elle a pris sa décision, préparons-nous à l'appliquer et allons devant le peuple. Mais on retrouve plusieurs contradictions au sein de ce calendrier, justement, en tout cas d'après ces gens qui sollicitent. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Tout d'abord, ils n'ont aucune spécialisation en matière d'administration électorale. Être politicien ne veut pas dire être spécialiste de tout. Moi, je suis un homme politique. Mais lorsqu'on lit un document et qu'on voit des contradictions, on ne peut pas aller quand même comme ça, Lambert Mende. Je suis un homme politique, je peux voir un document en matière de médecine, je peux croire qu'il y a une contradiction, je ne viendrai jamais ici à la télévision, me transformer en un spécialiste de médecine, j'irai voir un ami qui est médecin et je lui demande de m'expliquer. Il y a trop de spécialistes en tout. Le spécialiste des élections en RDC, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Elle a listé les problèmes dont vous parlez. Peut-être devrions-nous nous voir, et c'est ça tout l'intérêt. La loi prévoit qu'on invite le président de la CENI au Parlement. Voilà, qu'il aille au Parlement pour expliquer, etc., sans que le Parlement ne viole l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a le dialogue entre les partis politiques et la CENI qui se déroule normalement. Il y a le dialogue entre les partis politiques qui constituent le corps même législatif au Parlement. Toutes ces questions peuvent trouver leur réponse à ces niveaux-là. Mais personne ne viendra, croyez-moi, se substituer à une institution que nous avons mise en place, nous tous, après combien de difficultés. Le pays n'appartient à personne, ni à nous, ni à personne d'autre. Lambert Mende, mais justement, le calendrier a prévu cela, c'est-à-dire les contraintes budgétaires, mais aussi parlementaires. Est-ce que si aujourd'hui ce débat a lieu au Parlement, finalement, la CENI pourrait faire marche en arrière? Madame, il n'y aura pas de débat. La CENI ira au Parlement pour présenter un rapport qui est obligatoire, qui est annuel. La CENI n'ira pas au Parlement pour recevoir des injonctions du Parlement. Il faut être sérieux. La CENI est indépendante, madame. La classe politique doit se rencontrer parce que les contraintes dont la CENI a parlé concernent les membres de la classe politique, concernent les institutions. Le gouvernement y est impliqué. L'Assemblée nationale et le Sénat y sont impliqués. Autant d'institutions qui engagent la classe politique. Alors que chacun fasse devant sa porte ce qu'il faut pour qu'on réduise les contraintes à zéro. C'est ça qui est important. Tout le reste n'est que blabla. Lambert Mende, le président de la Commission électorale nationale indépendante, où est-ce qu'il se trouve en ce moment? Je sais qu'il est à l'étranger, qu'il est malade. On nous a annoncé son retour pour dans quelques jours. Est-ce qu'il a été empoisonné? Je ne saurais pas vous le dire, je ne suis pas médecin. J'étais de passage dans ce pays où il se trouve. Vous l'avez vu? Il m'a aimablement invité à déjeuner, nous avons parlé. Je n'ai pas vu un homme mourant.
Nous avons bu un bon vin, on a mangé. Donc, sincèrement, je ne comprends pas la source de ces rumeurs. Et je l'ai entendu un peu se moquer de ceux qui racontent des histoires. Il dit, j'arrive, que ceux qui ont des cadeaux pour moi les préparent. Il le prépare justement. C'est une ironie que oui. généralement un homme en bonne santé peut lancer, pas un mourant. Bien sûr, justement par rapport aux élections, il a fait allusion à cela, le découpage territorial, justement cette loi des programmations de province. Les gens ont peur justement que ça reste en confrontation avec le processus électoral, Lambert Mende. Est-ce que vous pouvez les rassurer finalement? On ne peut pas avoir peur de soi-même. On ne peut pas avoir peur de sa propre créature. On ne peut pas avoir peur de son ombre. C'est nous, la classe politique congolaise, encore vivante là, qui avons décidé qu'il fallait passer de 11 à 26 provinces. Oui ou non? C'est nous qui avons décidé que 36 mois après 2006, nous devions avoir exécuté cela. Oui ou non? Maintenant, nous sommes à combien d'années? Plus de 9 ans de cette échéance. Et alors, mettre en place cela doit nous faire peur. Pourquoi? Mais nous sommes là pour résoudre les problèmes. Cela ne va pas créer de problème avec les élections, l'organisation des élections, avec le processus électoral. Mais la Commission électorale nationale s'est déjà adaptée à cette situation. Dans son calendrier, vous voyez déjà l'adaptation à cette nouvelle situation. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Alors dites-moi ce qui reste, et nous allons y réfléchir. Qu'est-ce qui reste? Puisque nous parlons élection, et que l'administration électorale s'est adaptée à la nouvelle situation administrative du pays. Quel est le problème qui reste? C'est la psychologie des gens, tout simplement. Lambert Mende, on va parler de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Fausse commune, Lambert Mende, finalement, dans ce pays, on découvre des mots, hein, des jours au jour. Le jour, Lambert Mende, première question, qui a découvert cette fausse commune, finalement? Eh bien, il y a eu des rumeurs comme quoi on aurait enterré des gens qui ont manifesté à Kinshasa. Et je pense que nos amis de la MONUSCO ont partagé cette rumeur. Ont découvert. Ils ont partagé. La MONUSCO ne peut découvrir rien. Est-ce que la MONUSCO a une compétence ici pour aller faire des enquêtes ou découvrir des choses, madame? S'il vous plaît. Ne leur mettez pas cela sur le dos. Ils ont déjà suffisamment de difficultés avec le pays. Non, ils ont gentiment partagé cette information avec le gouvernement et avec monsieur le procureur général de la République. Et comme vous le savez, dans un pays de droit, toute personne qui est au courant d'une action répréhensible en train de se commettre a le droit d'aller informer les autorités judiciaires notamment. Donc c'était la MONUSCO qui a rapporté l'information? Oui, parce que c'est une information qui circulait et on a donc demandé, le gouvernement a demandé au gouvernement provincial de Kinshasa ce qui se passait et le gouvernement provincial de Kinshasa a communiqué sur cette activité. D'abord, mais justement, comment comprendre que vos partenaires puissent donner de l'information avant même des personnes qui sont censées gérer, gérer la capitale, vous n'avez rien compris. La vous province. n'avez rien compris. Allez-y, expliquez-moi. Ce n'est pas le gouvernement central qui doit gérer la capitale. La capitale a un gouvernement qui s'appelle gouvernement provincial. C'est ce que je viens de dire. Alors, la MONUSCO a partagé avec le gouvernement central, madame. Donc, le gouvernement provincial était déjà au courant de cela. Mais puisque c'est le gouvernement provincial qui est accusé d'avoir fait des choses, pourquoi voulez-vous qu'il ne soit pas au courant? Dès que le gouvernement central a été informé, il a partagé, il a demandé des explications au gouvernement provincial, puisque ça se passe dans la province, c'est supposé se passer dans la province de Kinshasa, et le gouvernement provincial immédiatement a donné toutes les informations à sa disposition au gouvernement, s'agissant d'un enterrement collectif tout à fait routinier d'un certain nombre de personnes indigentes, de bébés morts-nés dans le petit cimetière de Fula-Fula. Donc cela, c'est fait souvent. Se fait régulièrement. Mais pourquoi justement, où est-ce qu'il y a eu un couac pour que finalement cette histoire puisse prendre cette ampleur? Le couac est dans l'état d'esprit d'une certaine opposition qui est décidé à faire feu de tout bois, même lorsqu'il n'y a pas matière, pour discréditer notre gouvernement. Le couac est dans l'état d'esprit d'une certaine presse internationale, surtout francophone, qui croit qu'elle peut venir ici faire et défaire des régimes, et qui cherche aussi à faire feu de tout bois, pour et quel qui a intérêt? monté en épingle. Mais vous le savez bien, vous voyez ce qui se passe dans certains pays africains. Vous avez vu des jeunes gens déboulés ici, du Burkina Faso et du Sénégal, qui prennent la défense de ces jeunes gens-là, parmi vous les médias. Suivez mon regard et vous verrez bien de quoi il s'agit. Un journaliste qui arrive dans un pays étranger, qui croit qu'il est devenu faiseur de roi. Donc c'est ça le problème que nous avons. Des gens qui veulent nous recoloniser pratiquement. Et donc ils ont pratiquement monté en épingle
cette histoire, le gouvernement provincial de Kinshasa s'est correctement expliqué, mais le ministre de la Justice et droits humains du gouvernement central a estimé qu'il fallait une réponse officielle et garantie par une enquête judiciaire. On va y arriver parce que c'est un gros dossier, Lambert Mende. Allons-y. D'abord, est-ce que ces différents corps sont composés par qui exactement? Nous avons les listes, madame, le gouvernement provincial nous les a transmises au parquet, parce qu'il est impossible... Ça venait de l'hôpital de référence de Kinshasa. L'hôpital général de référence de Kinshasa, qui dispose du seul service compétent pour organiser et équipé pour organiser de telles opérations d'enterrement collectif, conformément à une ordonnance du roi souverain. Nous sommes en 1950. Ni vous, ni moi, ni le président Kabila, ni aucun des gens qui parlent dans l'opposition n'était encore né quand ces opérations devaient être réglementées. Nous suivons la réglementation. L'hôpital général de référence de Kinshasa, madame, a une capacité de 310 places. Il meurt à Kinshasa un tel nombre de personnes abandonnées par leur famille, de bébés qui sont jetés par leur mère après avoir été expulsés, qui craignent le mépris de leur famille, qui font qu'après une certaine période, la réglementation veut que, après un mois de garde du corps, après un mois de communiquer aux familles, on utilise la RTNC gratuitement pour appeler les familles à venir identifier leur corps et à s'occuper d'eux. Après un mois, la direction de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa a le devoir de pouvoir évacuer ces corps pour leur donner un enterrement. Alors, je vous pose la question. Avec 310 places et 421 corps, d'autres corps ne faisant qu'arriver de partout, de tous les hôpitaux publics de Kinshasa. Dites-moi ce que ces gens qui s'amusent à vilipender le gouvernement de Kinshasa ou le gouvernement central auraient voulu que nous fassions. Que nous jetions ces corps dans la rue, qu'il y ait des épidémies à Kinshasa pour nous accuser d'être quoi? D'être des mauvais gestionnaires. Donc il y a régulièrement des enterrements collectifs qui se font, pas seulement sous notre régime, pas seulement sous le régime passé, mais depuis 1950. Mais les habitants des dans environs, toutes les grandes villes du monde. Les habitants d'environ, c'est-à-dire de Maluku, disent que ça sentait pas bon, hein, il faudrait Non, dire. madame. Est-ce qu'ils ont failli dans la procédure finalement? Excusez-moi, c'est un mensonge. Ils ont été enterrés la nuit. Celui qui vous a dit ça, la nuit, oui, je vais vous expliquer après. Mais celui qui vous a raconté que ça sentait mal est un menteur. Et je vous mets au défi d'aller poser la question aux experts de la MONUSCO, BCUNDH, qui ont visité le site pour qu'ils vous disent s'il y avait même une seule odeur. C'est impossible, ce sont des spécialistes. Ces gens sont là depuis des vingtaines d'années, ils ont subi des formations, ils sont équipés. Tous ceux qui se sont rendus sur place font état d'un travail correctement accompli. Il n'y a aucune odeur qui peut incommoder quelqu'un, rien du tout. Parce que c'est leur travail, ce sont des professionnels. Donc là, c'est vraiment un mensonge. Et pourquoi enterrement de nuit, la oui. nuit Enterrement de nuit, oui. Nous avons vu dans le rapport des services de la morgue centrale de l'hôpital un passage d'une note adressée au gouvernement provincial. Monsieur le ministre, si vous pouvez nous affecter des agents de l'ordre comme d'habitude, étant donné que les populations riveraines de ces petits cimetières que nous devons réquisitionner pour mettre les corps qui viennent de la morgue, s'opposent souvent à ces enterrements parce qu'ils disent qu'on réduit l'espace qui leur est donné pour enterrer leurs propres morts. Donc c'est une situation tout à fait normale pour nous Africains. Dans un petit village de la zone rurale de Maluku, l'État réquisitionne un espace qui réduit l'espace du cimetière de ses habitants. Il y en a qui ont réservé des places pour des caveaux et tout ça, mais pour des raisons d'ordre public, on doit ensevelir ces corps. Alors vous voudriez simplement que nous laissions les fossoyeurs aller se bagarrer avec les populations au moment où les populations observent cet enterrement? Non. Pour sécuriser l'opération, l'hôtel de ville peut décider qu'on fasse cela la nuit. C'est ça un État. Lambert Mende, est-ce qu'ils ont été enterrés dans le respect du droit de l'homme, mais aussi dans le respect de la loi finalement? Parce que la loi interdit à ce qu'on enterre tout un ensemble des C'est le seul objet de l'enquête, un des objets de l'enquête que le ministère public est en train de mener, c'est de savoir si tout s'est passé conformément dans les à normes. Cette ordonnance de 1950 qui oblige que chaque Congolais ait droit à une sépulture.
Mais ne parlons pas des gens qu'on aurait tués, qu'on aurait ceci. La liste de toutes ces personnes, la liste de toutes ces filles mères, la liste de toutes les bonnes volontés qui ont ramassé ces fœtus et qui les ont ramenés à l'hôpital est là. Donc il n'y a pas lieu d'accuser je ne sais qui, de quoi. Mais Lambert Méndé, s'il vous plaît, il ne faudrait pas être étonné hein, quand les gens disent que ce sont des morts de 19, 20, 21, parce qu'il y en a certains qui ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Tous les jours, lorsque vous suivez la télé, on parle des personnes disparues, etc. Finalement, justement, quand je parle de la télévision, s'il vous plaît, des communiqués, s'il vous plaît, des communiqués aujourd'hui sur Molière Télévision, sur quelques chaînes de télévision. Ouais. On parle des enfants disparus, etc. Ah, écoutez, vous croyez que c'est d'aujourd'hui, madame? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Moi, je suis arrivé à Kinshasa en 71. Et tous les jours, il y a des enfants qui disparaissent, il y a des personnes âgées qui disparaissent. Et bon, mais ma bango, la gendarmerie a peine. Est-ce que la gendarmerie existait maintenant? Mais ça, c'est logique. Dans une grande ville, il y a des disparitions. Pourquoi vous voulez lier ça à cet événement? Sincèrement, ça, c'est vouloir chercher des poules sur la tête d'un chauve. Des disparitions, mais il y en a. Une ville de 11 millions d'habitants. Comment pouvez-vous faire pour qu'il n'y ait pas des gens qui s'égarent? Ça n'a strictement rien à voir avec ce dont nous parlons. Ça n'a rien à voir avec les morts. Non, ça n'a rien à voir avec ça, Lambert Méndé. Oui. On va parler de l'enquête après. Hein. Il faudrait dire, quand on parle des disparus, mais aussi, il y a les militants il faut lier ces corps aux disparus pour dire qu'il y a un problème avec cet enterrement collectif. Il faut un lien entre quelqu'un qui a disparu et le corps qu'on a trouvé. Or, les corps qu'on a trouvés ont des identités. C'est là où ils ont frappé ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau. Tous les 100, des 300, qu'est-ce que j'ai dit ici? Le 421 sont identifiés. Alors, vous voulez un disparu et il n'est pas identifié là-bas, comment? Tous ces gens il n'y a pas de disparu parmi ces corps. Il n'y a pas de personnes inconnues totalement. Alors, Lambert Méndé, les militants du ballet citoyen qui ont été arrêtés, finalement, leur sort, ils sont toujours entre les mains de la justice. Quand quelqu'un est arrêté, qu'il est entre les mains de la justice, où est le problème ou le dysfonctionnement? C'est s'il était arrêté et que la justice ne s'occupe pas de lui qu'il y aurait un problème. Dans tous les pays du monde, dans tout état de droit, si on vous arrête et que vous êtes entre les mains de la justice, vous êtes donc là où vous devez être. C'est si on vous arrête et que la justice ne s'occupe pas de vous qu'il y a un problème. N'inventons pas la roue. Nous ne sommes pas en train d'inventer je ne sais quel monde. Où on peut arrêter des gens, mais ils ne doivent pas être entre les mains de la justice. Donc c'est tout à fait normal. On pense qu'ils ont posé des actes qui sont contre le droit pénal congolais. La justice est en train de s'en occuper. Laissons la justice travailler. Ce sont toujours ces pressions sur la justice. Utiliser les médias pour faire pression sur la justice. Non, les médias ne doivent plus se prêter à ce petit jeu. Alors, Lambert Méndé va parler de 1 500 000 euros que la Belgique promet justement pour mener, diligenter des enquêtes. Justement, Lambert Méndé, aujourd'hui, la Belgique parle d'une enquête crédible et indépendante. Ce mot... Oui, mais nous sommes d'accord. Moi, je ne vois rien à reprocher à la déclaration du ministre belge qui veut une enquête crédible et indépendante. Mais qui ne veut pas une enquête crédible et indépendante? Et M. Descroux, à qui vous avez adressé une lettre, sera de retour aussi, hein, finalement. De retour où? En RDC, finalement, aussi. Mais ça ne sera toujours pas son pays. S'il dit des choses qui nous déplaisent, nous lui rabattrons son caquet, c'est tout. Lambert Méndé, vous êtes en train d'attendre la Belgique finalement. Est-ce que vous allez mener des enquêtes, c'est-à-dire ensemble, hein, avec la Belgique finalement? Parce que le PGR s'est saisi de cette affaire. Excusez-moi, non. Clarifions les choses, ne confondons pas les choses. Je ne suis pas au courant que la Belgique se soit proposée pour mener une enquête. Je suis au courant que le gouvernement belge a émis le souhait qu'une enquête crédible et indépendante soit menée. Pourquoi est-ce que vous parlez d'une enquête belge? Donc l'enquête n'est crédible et indépendante que si elle est belge. C'est la conclusion que vous tirez, c'est une fausse conclusion. Non, parce que la Belgique a souhaité qu'une enquête crédible et indépendante soit menée. Par qui? Non, la Belgique n'a pas à décider par qui. Le Congo n'est pas la Belgique. Elle souhaite, c'est un principe. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que les Congolais souhaitent. Où est le problème? Pourquoi vous voulez voir des contradictions là où il n'y en a pas? Un de vos confrères a même prétendu que le ministre belge a dit une enquête étrangère. Vous voyez, il en rajoute.
Ne vous insultez pas vous-même, médias congolais. Arrêtez cette descente aux enfers. Monsieur le ministre, ce n'est pas parce qu'une enquête est menée par un procureur congolais qu'elle n'est pas crédible et indépendante. S'il vous plaît, les Belges ont dit, nous voulons une enquête crédible et indépendante. Arrêtez-vous là. Monsieur le ministre, on va tourner cette page. Justement, Okay. L'opposition congolaise décrète un deuil national. Monsieur le ministre, est-ce que, en tant que porte-parole du gouvernement, j'aimerais bien que vous puissiez vous adresser à la population, finalement, parce qu'il y a des SMS qui circulent déjà, et tout, 3 jours de deuil national. Êtes-vous au courant de cela ou pas? Vous êtes en coalition avec ces membres de l'opposition ou pas, finalement? Le monde se moque de notre pays. Un pays sérieux, qui n'est pas une république bananière, fonctionne sur base des initiatives que prend le gouvernement. La proclamation d'un deuil national relève des compétences exclusives du gouvernement. L'opposition n'a pas à prendre une décision pour un deuil national. Le deuil national, c'est le gouvernement qui décide, aux forces armées, à la police nationale, aux services publics de l'État, de mettre les couleurs nationales en berne, descendre les drapeaux pendant X temps pour tel ou tel autre événement. L'opposition va donner cet ordre à quelle armée? À quelle police? À quelle administration? C'est de la foutaise. Et un deuil national, pourquoi? Si demain, après-demain, nous avons encore 200 corps d'indigents à aller enterrer à Lubumbashi ou à Kisangani, on va encore faire un deuil national? Non, l'opposition doit décréter un deuil pour le comportement de nous, Congolais, qui abandonnons nos morts. Pour le comportement de nous, parents congolais, qui martyrisons nos filles lorsqu'elles sont enceintes, en âge de minorité, ce qui les pousse à tuer leurs propres enfants et qui pousse l'hôtel de ville à être obligé de faire des enterrements collectifs. C'est en cela que l'opposition aurait été utile. Voilà le message que je donne aux Congolais. Donc c'est un faux débat. Il n'y a pas eu de crime. L'enterrement collectif de Fula Fula à Maluku n'est lié à aucun crime. C'est un faux débat. Monsieur le ministre, vous avez suivi, la Croix-Rouge s'est prononcée justement sur cette affaire, le point de vue du gouvernement. Qu'est-ce que la Croix-Rouge a dit? Par rapport à la fosse commune et tout, c'est-à-dire il a donné un point de vue qui est rentré en contradiction un peu avec le point de vue du gouvernement provincial. Dites-le-moi, comme ça j'y réponds. Que c'est eux qui auraient dû faire ça. Je voudrais d'abord dire, madame, que la Croix-Rouge est une ONG comme une autre. Organisation non gouvernementale. Ici, nous parlons de problèmes des pouvoirs publics. La direction de la morgue centrale de l'hôpital général de Kinshasa fait partie des pouvoirs publics. La Croix-Rouge, son rôle, je l'ai rappelé lors de mon point de presse, c'est un rôle citoyen. La Croix-Rouge rend d'éminents services. Quelqu'un est mort dans un coin, les gens ont peur de manipuler le corps, ça risque même de se putrifier et de provoquer des épidémies. La Croix-Rouge peut venir avec un linceul, ramasser le corps et l'amener où? Pas à la Croix-Rouge, madame, parce qu'ils ne sont pas pouvoir public. Ils l'amènent à la morgue centrale de l'hôpital général de Mamayemo. Ce n'est pas la responsabilité. Excusez-moi. Et ça s'arrête là. On signale le nom des membres de la Croix-Rouge qui ont amené le corps et ils sortent et leur rôle s'est terminé. Deuxièmement, en cette matière-là, la police peut également, dans ses patrouilles, constater qu'il y a un corps. Le ramasse, l'amène à la morgue de l'hôpital, livre le corps à l'hôpital, donne l'identité de ceux qui l'ont amené, les circonstances, et ça s'arrête là. Vous, madame Barbara, circulant dans votre voiture, dans un coin reculé, vous tombez sur le corps d'un enfant qui a été abandonné. Comme bonne citoyenne, vous pouvez prendre ce corps, l'amener aussi à la morgue. Exactement comme la Croix-Rouge. On prend vos identités et ça devient l'affaire de la municipalité, pouvoir public. À partir de ce moment, ce qui se passe ne vous regarde pas. Ce qui se passe ne regarde pas la police. Ce qui se passe ne regarde pas la Croix-Rouge. Il ne faut pas que la Croix-Rouge se donne des pouvoirs que personne ne lui a donnés. C'est une ONG, comme les scouts, comme les autres. Ce qui se passe maintenant, c'est les experts de la morgue centrale de l'hôpital général de Kinshasa, les experts de la médecine légale. La Croix-Rouge n'a pas de compétences en médecine légale. Donc les pouvoirs publics prennent le corps, s'en occupent, l'identifient. S'il y a autopsie, ils font l'autopsie. La Croix-Rouge n'intervient en rien. Est-ce qu'ils savent même faire une autopsie?
Ils sont en train de vous manipuler alors. Allez-y, monsieur. Ils n'ont aucun droit de faire une autopsie. S'ils font, ils sont arrêtés. Il n'y a que le médecin légal, le médecin légiste qui peut faire une autopsie. Donc il ne faut pas qu'ils se donnent des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Personne ne leur a demandé d'aller s'occuper d'enterrement collectif. Il n'y a que le directeur, la direction de la morgue centrale de l'hôpital général de Kinshasa qui a les compétences pour assurer les enterrements collectifs et pas la Croix-Rouge. Monsieur le ministre, on va conclure, monsieur le ministre, aujourd'hui. Finalement, c'est les résultats de l'enquête du PGR, mais aussi de quelques organisations qui... Non, madame. Il n'y a qu'une enquête. Nous sommes un État organisé. Il n'y a pas des enquêtes superposées. Le PGR, qui est le patron de l'action publique, a chargé le procureur près le parquet de la République de Kinkole de mener cette enquête. Il a mis à sa disposition la police scientifique, etc. et tout. Et il a annoncé, chose que nous avons encouragée, qu'il acceptait le concours de toute personne, physique ou morale, qui estime avoir une contribution en termes d'information, à apporter pour la manifestation de la vérité. C'est dans ce sens-là, par exemple, que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a communiqué avec le procureur général de la République. C'est une collaboration que nous avons appréciée. Mais il n'y a pas d'enquête en dehors de l'enquête judiciaire. Une seule enquête. Absolument. C'est une seule enquête de la justice congolaise. C'est bien cela. Exactement. Monsieur le ministre, ne vous fâchez pas. Finalement, quelle serait la crédibilité de cette enquête? Parce que cette justice... Vous frôlez encore l'outrage à la magistrature. Cette justice serrait. J'ai bien dit serrait. Vous frôlez l'outrage à la magistrature. Je ne le permets pas. Excusez-moi. Je sais où vous voulez en venir, madame. La crédibilité des résultats. résultats. Pour notre propre intérêt à nous deux, je ne souhaite pas que vous alliez jusque-là. Monsieur le ministre, finalement, on va conclure. Aujourd'hui, les avertis pensent que c'est une sorte de pression qu'on met sur Joseph Kabila, finalement, parce que depuis qu'il a commencé avec ce processus de souveraineté, etc., c'est une sorte de pression, une sorte de machination, finalement. Vous l'avez très bien compris. Il y a des gens qui se sont mis en tête que l'heure est venue pour freiner la décadence de certains pays que nous connaissons, parce que nous savons qui se portent bien, nous savons qui ne se portent pas bien. Il faut une mainmise beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui sur des pays comme un pays comme la République démocratique du Congo. Et qu'avec un nationaliste comme Joseph Kabila, ou quelqu'un qui est dans sa famille ou sa vision politique, les choses seraient très difficiles. Donc il faut profiter de n'importe quoi pour le descendre en flammes et obtenir que des petits... partenaires qui n'ont pas le nationalisme. Pour quel objectif, par exemple, qui n'ont pas le nationalisme à fleur de peau. Pour quel objectif, mais finalement, pour contrôler, mais ce pays suscite des convoitises. Ce n'est pas à vous que je dirais cela. Cette question, je ne comprends pas. Vous ignorez que ce pays suscite des convoitises à travers le monde entier. Le contrôle des richesses de ce pays. Pourquoi il y a des guerres à l'Est? Qui sont à la base de ces guerres? C'est les mêmes qui font la guerre à Kabila aujourd'hui. Qui viennent après faire semblant d'être les pompiers. Ce sont les mêmes qui boutent le feu. Maintenant, c'est une autre méthode qu'ils ont décidé d'utiliser. Il faut que le peuple se réveille. Avec ou sans Kabila, la souveraineté du Congo est menacée. Et toutes les raisons seront bonnes. Et l'opposition doit s'écarter de ce chemin. Il est dangereux. Parce que cette opposition, même si demain elle est au pouvoir, elle risque d'être confrontée. Elle subira le même sort. Ce serait vraiment de leur part enfantin de croire qu'on va les aimer. Non, ce qu'on aime, ce sont nos richesses. Ce n'est pas l'opposition qu'on peut aimer. Très bien. Lambert Mende, merci d'avoir répondu à notre invitation. À vous également, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis durant plus de 50 minutes pour suivre cette émission qui a été basée sur l'actualité. Il y a eu plusieurs autres sujets qu'on n'a pas abordés, mais qu'on va aborder prochainement si seulement monsieur le ministre aura encore l'aimabilité de répondre à notre invitation. Vous allez suivre cette émission sur www.dossierdafrique.com, mais aussi sur la page Facebook Barbara Nzimbi officielle, sur Congo Web plusieurs fois, mais aussi sur la Radio-Télévision nationale congolaise. D'ici là, portez-vous bien, restez avec nous sur nos antennes et je vous retrouve très bientôt. Donc à bientôt. Au revoir.